L'actuelle crise économique et sociale relance une idée controversée, celle du revenu de base. Son principe est simple, celui de fournir une somme d'argent à tous et à toutes sans condition de ressources ou d'obligation de travail. Plusieurs modèles sont aujourd'hui en discussion dans le monde et des expérimentations sous diverses appellations sont menées dans certains territoires français. Alors, nouvelle étape pour consolider notre état social et réduire les inégalités ou simple utopie qui incite à la paresse? Et si c'était le bon moment pour réfléchir au revenu de base? Pour nous aider à mieux comprendre de quoi il en retourne, Timothée Duverger, maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux et auteur du livre L'invention du revenu de base, a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Timothée Duverger. Bonjour. Alors, cette période est-elle le bon moment pour instaurer un revenu universel de base? En tout cas, le débat émerge d'ailleurs à l'échelle internationale, hein, puisque de nombreux pays se questionnent. On l'a vu récemment en Espagne, par exemple, puisque dans la coalition de gauche au pouvoir, Podemos notamment a porté cette proposition-là. L'Écosse mène avec un certain nombre de villes, hein, dont Glasgow, mène effectivement des études sur le sujet. On a vu aux États-Unis que des fonds avaient été distribués en direct aux habitants, hein, se rapprochant au fond de cette logique du revenu de base. Donc finalement, vous voyez, ça traverse un peu l'ensemble des pays. Et en France, le débat effectivement réémerge très fortement, puisqu'il y avait déjà eu une proposition de loi d'expérimentation du revenu de base qui avait été déposée il y a un peu plus d'un an et rejetée par la majorité. Mais en tout cas, le débat est très présent également en France. Et oui, c'est le bon moment parce qu'on s'aperçoit tout simplement dans le contexte de la crise du coronavirus, eh bien, qu'il y a un enjeu de sécurisation des revenus. Alors, des personnes. Alors, on l'a vu à travers l'activation du chômage partiel, l'année blanche des intermittents. On le voit également au travers des dispositions prises sur le RSA, c'est-à-dire qu'on a mis fin au dispositif de sanctions, on fait la reconduction automatique des droits. Donc il y a cette idée en tout cas qu'il faut sécuriser les revenus des personnes parce qu'évidemment, là, ils sont frappés de plein fouet par l'arrêt de l'activité, puis par la crise maintenant économique et sociale qui s'annonce. Donc oui, là, il y a une opportunité très forte de mettre en œuvre le revenu de base. D'accord. Mais alors, plusieurs modèles de revenus de base existent, des expériences ont actuellement lieu. Selon vous, quelles sont les principales mesures qu'il faudrait dès à présent mettre en place pour aboutir à la création d'un revenu de base? À mon avis, il y a quelques piliers, on va dire, on peut y aller progressivement, c'est-à-dire qu'on ne part pas de rien. Ça, c'est quand même le premier élément à rappeler. Première chose, c'est que dans notre pays, on a la chance d'avoir un système de protection sociale très avancé, hein. Il a été développé depuis sur le plan de ce qu'on appelle l'assistance, hein, c'est-à-dire financé par l'impôt et donné sans cotisation. Donc, évidemment, l'exemple, c'est le RMI qui a donné ensuite le RSA. Donc, il existe des choses. Et donc, moi, je pense qu'on peut très facilement partir, en fait, notamment du RSA pour compléter le dispositif en fait en comblant les lacunes de l'actuel RSA. Donc en fait ça peut se faire assez simplement. Première chose, c'est de le rendre automatique, hein, cette idée là qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire de reconduction automatique des droits. Aujourd'hui, il y a une réflexion au niveau de la CNAF pour automatiser le versement des droits. Donc ça pourrait être ça, ce qui permettrait de résorber le non-recours aux droits, hein. Je rappelle que dans le cadre du RSA, les estimations, c'est plus de 30% de non-recours, hein, donc ce qui évidemment n'est pas neutre et en termes de lutte contre la pauvreté serait tout à fait significatif. Le coût d'ailleurs serait assez limité puisque pour le seul RSA, ça serait 3 milliards d'euros à peu près, hein, le coût de résorption du non-recours estimé, donc ce qui n'est pas une somme extravagante. Donc ça, c'est un premier élément, l'automatisation. Deuxième élément, c'est de le rendre inconditionnel, c'est-à-dire suspendre effectivement les sanctions, hein, c'est-à-dire que quand une personne ne remplit pas ses obligations de recherche d'emploi, eh bien on peut lui retirer tout ou partie de son allocation. Donc, ce qui est problématique évidemment parce que ça les plonge dans la pauvreté. C'est pas tout à fait l'objectif. C'est un filet de sécurité, hein, qui est d'ailleurs extrêmement faible, hein. Le montant est extrêmement faible. Il a d'ailleurs décroché sur la longue durée par rapport aux autres revenus. Donc c'est pour ça qu'il est important évidemment de le rendre inconditionnel parce que c'est le dernier revenu pour vivre en fait. Voilà. Donc ça c'est un deuxième élément qui permettrait d'avancer sur l'idée du revenu de base. Troisième élément, ça serait de l'ouvrir aux jeunes, hein. Il y a plusieurs tribunes là qui sont parues récemment, et notamment de la part des associations, emmenées par un conseiller du CESE qui est Antoine Dulin, qui a fait paraître une tribune dans le JDD il y a 2 semaines sur l'idée d'ouvrir le RSA aux jeunes, parce qu'aujourd'hui vous avez un jeune sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté, hein, et un enfant sur 4 également sous le seuil de pauvreté. Pourquoi? Parce que tout simplement on est l'un des rares pays d'Europe où les jeunes n'ont pas de dispositif de sécurisation des revenus.
ou alors très faible. Il y a des bourses un peu pour les étudiants, il y a la garantie jeune, il y a le fonds d'aide aux jeunes, enfin, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, mais très éclatés, très limités et très insuffisants, qui conduisent effectivement les jeunes dans la précarité, qui les empêchent d'ailleurs de conduire leur projet de vie, leur projet d'études, leur projet professionnel. Donc là, il y a un gros enjeu. Le coût de la mesure serait d'à peu près 10 milliards d'euros pour la question des jeunes. Ça a été évalué par des études de l'Institut des politiques publiques, qui est l'un des principaux instituts qui fait des simulations de ce type, donc des grands économistes, en l'occurrence français. Et donc, vous voyez, donc finalement, pour avoir un revenu de base, on va dire, ou une esquisse de revenu de base, il suffirait d'appliquer ces trois piliers, donc l'automatisation, l'inconditionnalité et l'ouverture aux jeunes, pour un coût total d'à peu près 13 ou 14 milliards d'euros, quoi. Donc, ce qui est très limité, je rappelle, le CICE, c'était 20 milliards d'euros, l'aide exceptionnelle après les Gilets jaunes, c'était 10 milliards d'euros, et aujourd'hui, évidemment, le coût du chômage partiel, et je n'ai pas le chiffre en tête, mais il est sans commune mesure, bien entendu. Donc, je veux dire, on est sur un coût très limité pour des effets très importants, pour le coup, en termes de lutte contre la pauvreté et d'ouverture de l'avenir pour les enfants et les jeunes. Alors justement, au-delà du coût, en quoi le revenu de base modifie-t-il notre rapport au travail et à la société de consommation? En fait, la question, c'est est-ce que ça le modifie? C'est-à-dire, c'est une vraie question, parce que par exemple, l'expérimentation finlandaise qui a rendu ses conclusions très récemment, il y a le rapport final d'évaluation qui a été rendu, montre en fait que le revenu de base améliore de manière significative le bien-être des populations. Donc c'est vraiment, là, on est totalement dans le monde d'après, c'est-à-dire l'idée d'une société post-croissance qui se centre sur la question du bien-être des personnes, etc. On est totalement dedans, le revenu de base y contribue. Après, est-ce que ça a modifié le rapport au travail? La réponse est non. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne change rien par rapport au travail, c'est-à-dire que ça ne désincite pas, et ça n'incite pas non plus, ou alors très faiblement, à la reprise d'activité, tout simplement parce qu'en fait, le vrai sujet de la reprise d'emploi, c'est est-ce qu'il y a des emplois ou pas? Ça, c'est quand même la première question. Et la deuxième question, c'est quels sont les freins du retour à l'emploi? C'est-à-dire, par exemple, problème de mobilité, mon emploi est trop loin, j'ai pas de voiture, ou il faut la faire réparer, enfin bon, voilà. Problème de santé, très souvent, qui existe, problème de garde d'enfants. On sait que dans notre pays, on n'investit pas assez, par exemple, par rapport aux pays du Nord, dans le domaine de la petite enfance. Bon, là, il y a un sujet en termes à la fois d'égalité femmes-hommes et d'accès à l'emploi. Voilà, donc vous voyez, bon, pour donner quelques exemples, donc en tout cas, il y a d'autres freins, on va dire. Donc ça, c'est sur le rapport au travail. Et dernière question sur le rapport, effectivement, à la consommation. De toute façon, on est sur des revenus qui sont d'un montant assez faible, donc à vrai dire, en termes de consommation, je ne suis pas certain que ça modifie fondamentalement la donne. Ça permettra surtout d'accéder aux biens et services essentiels, en fait, à un certain nombre de populations qui sont fragilisées. Je pense que c'est ça surtout l'enjeu. Après, il pourrait tout à fait être couplé, peut-être une piste de réflexion. Je pense à une tribune de Youssef Achour, donc le président du groupe UP, qui est le groupe en fait de chèque déjeuner, qui disait mais on pourrait faire une relance économique par des titres sociaux. Donc c'est-à-dire comment utiliser par exemple, les titres restaurants, qui sont utilisables d'ailleurs dans les grandes surfaces, et qui peuvent être utilisables dans tout un tas d'endroits. Et bien comment les utiliser effectivement pour cibler les populations et cibler les secteurs d'activité liés à la relance, voilà, de l'activité économique. Donc on pourrait finalement éventuellement verser une partie de ce revenu de base, par exemple sous forme de titres sociaux, par exemple pour des circuits courts, si on veut une alimentation saine, équilibrée, etc., et locale, voilà. Bon, donc ça peut être une piste aussi complémentaire, on va dire, pour décliner le revenu de base et changer là pour le coup les pratiques de consommation. Mais à lui seul, il suffirait pas. Il faut, à mon avis, le coupler avec d'autres dispositifs. Merci beaucoup, Timothée Duverger. Avec plaisir, merci à vous.